Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. La Cour pénale internationale reste attentive à la situation du Mali et poursuit ses investigations. Ce sont les mots de la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Au terme de sa visite de 48 heures au Mali, la procureure a animé une conférence de presse hier. L'affaire Sanogo, les exactions d'Aguelhok, les allégations contre l'armée malienne ont été entre autres les sujets abordés au cours de cette conférence. Alors, quel bilan peut-on tirer de cette mission? Faut-il s'attendre à d'autres poursuites dans un avenir immédiat? Alors, pour en débattre, nous avons fait appel à Madame Doumbia Mamakwate. Elle est la présidente de la coalition pour la CPI au Mali. Bonsoir. Diakari Poudjougou est docteur en sciences juridiques et politiques. C'est un universitaire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Drissa Traoré de l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et Moudi Samba Touré est président de la coordination nationale des victimes de la crise malienne de 2012. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Au cours de son séjour, la procureure de la Cour pénale internationale a rencontré le président de la République. La société civile a eu une séance de travail avec les ministres de la Défense, de la Sécurité et de la Justice. Alors, quel bilan peut-on tirer de ces rencontres, Madame Doumbia? Merci pour l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui de donner notre point de vue par rapport à cette mission très importante pour le Mali. Madame le procureur est venue visiter le Mali pour se rendre compte et plutôt affirmer peut-être sa détermination à pouvoir continuer son travail au Mali. Parce que la CPI, la Cour pénale internationale, a déjà géré une situation qui est le cas de Al-Faki, Al-Madi, par rapport au mausolée de Tombouctou. Les gens pensaient que c'était fini parce que les gens ont fait des réactions par rapport à ce procès et pensaient que la CPI a fini son travail. Bien au contraire. Aujourd'hui, la CPI est en plein dans la recherche des informations par rapport aux autres cas de crimes qui ont été faits au Mali pendant cette crise. Et je pense que la présence de Fatou ici au Mali a aidé un peu à éclaircir les lanternes des populations, des différents acteurs, que ce soit pour se dire qu'il y a une volonté réelle de pouvoir continuer le travail au Mali et sur d'autres cas de crimes. Ok, docteur Diakari Poudjougou, vous avez suivi la visite de la procureure. Quel est le bilan que vous pouvez tirer quand même de cette visite? Je devrais d'abord saluer nos auditeurs. Je vous remercie pour l'invitation. Avant de parler de bilan, je parlerai d'abord de l'importance, mais aussi des enjeux que cette visite peut avoir. Et c'est une visite qui a une grande importance et les enjeux sont importants également. Et je dirais que c'est plutôt un challenge. Donc, je ne vais pas parler d'un bilan parce que c'est une visite, comme elle l'a dit, qui lui permet de constater les activités menées par la justice malienne et de mieux explorer le terrain. En fait, c'est ça. On ne saurait parler de bilan pour l'instant. Mais après son départ, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres procès? C'est clair, la Cour pénale internationale n'a fait que commencer au Mali son travail. C'est encore un début. Nous avons malheureusement vécu tellement de crimes internationaux qui ont été commis, surtout au nord du pays. Donc le travail ne fait que commencer. Al-Faki, c'est un cas, mais il y en a plein d'autres. Et donc, on ne peut pas parler de bilan. C'est encore le commencement du travail de la Cour pénale internationale. Ok. Drissa Traoré de l'Association malienne des droits de l'homme, vous avez suivi quand même la visite de Madame la procureure ici au Mali. Alors globalement, qu'est-ce qu'on peut tirer quand même de cette visite de 2 jours? Okay.
Merci pour cette opportunité. Je salue aussi les auditeurs. Et comme ça a été dit, il faut reconnaître que cette visite s'est située dans le cadre du renforcement de la coopération avec les autorités maliennes, notamment dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre le Mali et la CPI en février 2013. Et la visite visait également à échanger avec les différents procureurs pour effectivement s'enquérir de l'état d'avancement des différents dossiers judiciaires. Et à ce niveau, je voudrais signaler que, contrairement à ce que certains pensent, la CPI ne va pas remplacer les juridictions maliennes. Donc, elle vient, bien sûr, dans le cadre de la complémentarité positive. Donc, elle a une compétence subsidiaire. Et donc, c'est pourquoi elle a échangé avec les différents procureurs du Mali, notamment ceux qui sont saisis des différents dossiers relatifs aux crimes commis au nord du Mali. Elle a également eu des entretiens avec nous, la société civile, et à rencontre à laquelle j'ai pris part. Maman était là-bas aussi hier. Et je peux vous dire que la rencontre a été satisfaisante, puisqu'elle nous a permis quand même de partager nos vues et nos préoccupations par rapport effectivement à l'état de la lutte contre l'impunité au Mali. Et particulièrement, nous avons remercié Madame la procureure pour effectivement mener jusqu'au bout la procédure Almadi, qui est allée jusqu'à une condamnation à 9 ans d'emprisonnement pour la destruction de mausolées. Et on est en phase de la réparation. À ce niveau, nos organisations suivent attentivement ces dossiers. Nous avons aussi remercié le procureur pour effectivement l'ouverture des bureaux déconcentrés à Abidjan, qui couvre aussi le Mali. Mais nous avons surtout attiré son attention par rapport à des lanternes, bien sûr, qui piétinent en fait, qui font piétiner un peu les procédures judiciaires nationales. À savoir certains dossiers relatifs aux crimes commis au nord du Mali. Vous savez autant que moi que les tueries d'Aguelok. Vous savez autant que moi que les crimes sur les violences sexuelles restent encore sans suite. Et nous avons attiré son attention sur ces aspects. Et elle nous a rassuré effectivement de la continuité des poursuites contre les violences sexuelles, de la continuité des enquêtes sur les tueries et de même sur effectivement des attaques contre les casques bleus. Voilà un peu la quintessence de la visite du procureur au Mali. Mais à votre avis et notre jugement en vue dans l'immédiat ou bien peut-être à long terme? Je dirais à moyen terme, puisque vous savez plus que moi, la procédure de la CPI elle est complexe. Elle est complexe, ça prend du temps. Et l'affaire Almadi a été rapide parce que voilà, je ne dirais pas que c'était facile, mais quand même beaucoup d'éléments étaient réunis. Et enquêter sur les violences sexuelles n'est pas chose aisée. Et je peux vous dire aujourd'hui que la CPI est à ce stade. Les enquêtes se poursuivent aujourd'hui actuellement sur les violences sexuelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ce qui nous donne espoir, effectivement, que à moyen terme, d'autres crimes, d'autres charges seront effectivement feront l'objet d'autres poursuites au niveau de la CPI en ce qui concerne le Mali. Ok. Maudit Samba Touré, alors votre avis par rapport à cette visite de 48 heures de Madame la procureure ici au Mali? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Donc je remercie tout d'abord le studio Tamani de nous avoir permis d'avoir ce créneau d'échange. Et je remercie aussi tous les auditeurs qui nous écoutent. Nous, en tant qu'organisation de victimes, nous aurions voulu quand même que lors de sa rencontre avec la société civile, que nous puissions faire part de ça. Parce qu'en réalité, je crois que la crise, c'est nous qui sommes les victimes. C'est à nous que le tort est arrivé. Les défenseurs des droits humains, la société civile est là pour nous appuyer par rapport aux violations qui sont commises sur les victimes. Nous saluons vraiment sa venue au Mali et réellement les promesses qu'elle avait prises, c'est des promesses vraiment rassurantes en tant que victime, mais nous savons pertinemment en tant que victime que nous sommes dans un pays encore qui est en guerre, pour ne pas dire que la crise n'est pas terminée. Maintenant, est-ce que la CPI est à mesure directement de mettre... Notre ambition, c'est que vraiment que la CPI mette, mais si les gens qui continuent encore à poser des actes de violence, parce que les violences se trouvent encore au centre, au nord, et pour ne pas dire même au sud, parce que Sikasso a été attaqué, Radisson a été attaqué à Bamako, et récemment c'était, je ne sais pas, le Kanaga. Donc vraiment notre espoir c'est quoi? C'est que vraiment que la crise prenne fin et que les bourreaux
soient jugés parce que nous sommes encore en insécurité. Okay. Merci. D'accord. Ok, nous allons retourner sur les cas particuliers, donc au-delà de la généralité des cas particuliers, puisque en août dernier, le ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État avait démenti le contenu du rapport de Human Rights Watch et la correspondance de la Commission Droits de l'Homme de la MINUSMA qui accusait les forces armées de graves cas de violation des droits humains dans les localités de Douanza, Sévaré, Bandiangara et la ville de Mopti. Alors, que peut-on attendre de ce dossier, Madame Doubia? Je voudrais réagir par rapport à certains propos tenus par Touré pour dire que le procureur, c'est vrai, s'occupe des victimes, de la situation des victimes, mais ne gère pas les victimes en tant que telles. C'est ça le problème. C'est-à-dire au niveau de la CPI, c'est l'aspect juridique. Et aujourd'hui, Fatou est venu dire à l'opinion publique malienne que le travail de la CPI continue au Mali et que ça ne s'arrête pas, comme je l'ai dit tantôt au cas Al-Faki Al-Madi, mais que dès que, parce que vous savez, ce n'est pas des choses faciles, comme Drissa le dit, c'est des choses difficiles. Et pour qu'il y ait des enquêtes, il faut qu'il y ait beaucoup de paramètres. Le premier paramètre le plus important, c'est la sécurité. Comment assurer aujourd'hui la sécurité des enquêteurs sur le terrain? Et comme je l'ai dit, dans des cas comme ça, la CPI n'intervient dans un pays que quand l'État n'a pas les possibilités de prendre en charge les dossiers. C'est le Mali qui a la responsabilité première d'identifier ces bourreaux et de les traduire devant ces juridictions. Et la CPI intervient quand l'État est faible ou bien quand l'État n'a pas les moyens ou la volonté de mettre la main sur ces bourreaux. Ça, c'est un point très important parce que les gens pensent que la CPI peut venir dans n'importe quel pays comme elle le veut. Non. La CPI ne vient pas dans un pays. Pour ce qui concerne la question que vous avez posée tout à l'heure concernant le démenti, oui. Vous savez, quand il y a des problèmes, et je pense que la CPI, c'est un instrument assez sérieux quand même. C'est-à-dire, ce n'est pas sur des informations ou des rumeurs que la CPI peut travailler. Mais l'accusation est portée sur une organisation, sinon un pilier quand même du Mali, les Oui, si l'accusation est portée, si le Mali permet à la CPI, parce qu'il faut que le Mali permette à la CPI de venir faire des investigations au Mali. Et je pense que la mission de Fatih se situe à ce niveau. Il faut qu'on permette à la CPI et que le Mali dise « Ah, moi, vraiment, je n'ai pas les moyens de faire des investigations, de faire des enquêtes. Je n'ai pas la possibilité ou je n'ai pas la volonté. » C'est en ce moment que la CPI intervient. Et Fatou était venu s'enquérir justement de cette situation pour demander au Mali si on peut donner la possibilité à la CPI de renforcer soit le Mali pour faire ces enquêtes ou encore de faire ces enquêtes à la place du Mali et aider à accompagner et poursuivre qui de droit. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau politique sur cette question parce que nous sommes société civile, nous l'avons écouté parce que comme Drissa l'a dit, nous avons soulevé beaucoup de problèmes, ce problème et d'autres problèmes parce que nous avons dit il ne faut pas qu'on se focalise que sur les cas de ces problèmes soulevés par Human Rights Watch, mais que il y a d'autres cas, comme Aguelok, il y a beaucoup, comme le Touré l'a dit tout à l'heure, l'insécurité, elle est partout au Mali. Aucune région n'est épargnée aujourd'hui par rapport à cette situation. Et comment faire pour que le Mali joue sa partition? Et c'est ce que Fatou nous a dit en tant que société civile. La CPI a la possibilité, dans le cadre de la coopération et de la complémentarité, d'aider le Mali. Je pense que c'était une volonté réelle qui a été exprimée par Fatou. Nous avons les moyens, pas financiers, mais nous avons des expertises, nous avons des moyens de collaboration, de soutien avec des partenaires pour soutenir. Nous avons des spécialistes sur toutes les questions. Si le Mali en a besoin, le Mali peut demander, faire la requête auprès de la CPI pour accompagner. Mais si ces cas-là se trouvent, on trouve qu'il n'y a pas de volonté pour résoudre. Là, la CPI intervient parce que la CPI est déjà là au Mali et a le droit en ce moment de prendre en charge les dossiers dont on n'a pas la volonté de les résoudre.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau avec ce débat sur les 48 heures de visite que la procureure de la Cour pénale internationale a effectuée au Mali mardi et mercredi dernier. Alors pour débattre, nous avons invité Madame Doumbia Mama Kouaté, présidente de la coalition pour la Cour pénale internationale au Mali. Diakari Poudjougou est docteur en sciences juridiques et politiques. Drissa Traoré, Association malienne des droits de l'homme, et Modi Samba Touré, président de la coordination nationale des victimes de la crise. Alors nous sommes toujours sur ce volet concernant les accusations portées contre l'armée malienne. Alors Drissa Traoré, vous en tant que défenseur des droits de l'homme, qu'est-ce que vous attendez quand même de ces dossiers-là? Ok. D'abord, je voudrais clarifier que le mandat des organisations, mais aussi le mandat des juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales, c'est d'enquêter en toute impartialité sur les violations commises, quelles qu'en soient les parties. Donc, c'est vrai qu'il y a des sensibilités comme l'armée, etc. Mais je voudrais aussi préciser qu'il est quand même dans le rôle des organisations de défense des droits de l'homme d'enquêter. Et ce qui a été fait par certains d'entre nous, comme Human Rights Watch. La FIDH et la MDH aussi avaient fait un rapport au mois de mai qui a aussi fait beaucoup de bruit. Mais les Maliens doivent savoir que dénoncer les exactions de l'armée, c'est pas un acte qui vise à saper le moral des troupes, c'est plutôt une volonté d'encourager les autorités maliennes à professionnaliser davantage l'armée. Parce qu'aujourd'hui, si on doit avoir une fierté, c'est que on peut dire partout on a une armée professionnelle, une armée qui respecte les droits humains. C'est une fierté pour tout le monde. Mais s'il y a des violations, je crois qu'il y a aussi dans notre rôle de dénoncer, mais aussi de faire des propositions. On ne peut pas peut-être rentrer dans les dénis, parce que les dénis parfois ça crée de l'injustice, ça crée aussi des frustrations, et je dirais même que ça crée aussi d'autres violations des droits de l'homme. Et je ne vais pas me prononcer sur l'exactitude ou la véracité du contenu de ces différents rapports, mais je voudrais quand même vous dire que la CPI, bien sûr, n'est pas venue pour enquêter sur ces allégations, même si dans son rôle général, elle peut effectivement jeter un coup d'œil sur les exactions qui se commettent actuellement. Donc là-bas, je ne ferai pas un jugement de valeur, mais je répète qu'il est dans le rôle des organisations, mais aussi dans celui des juridictions tant nationales qu'internationales, d'enquêter en toute impartialité sur les exactions commises, quelles qu'en soient les parties au conflit. Oui, très clair. Mais quand Fatou Bensouda dit que la CPI ne va pas se substituer à la justice malienne, alors comment va se passer concrètement cette collaboration avec le Mali? Vous savez, Madame Doumbia l'a dit tout à l'heure, j'en avais aussi parlé, j'avais parlé de la complémentarité. D'abord, il revient aux juridictions maliennes d'ouvrir des procédures sur toutes les exactions commises, quelles qu'en soient les parties, même si c'est l'armée. Et bien sûr, au Mali, il y a le tribunal militaire, j'en sais. Mais il faut aussi reconnaître qu'à ce jour, il n'y a pas eu des actes posés par les autorités maliennes dans le sens de poursuivre des éléments ou quelques éléments de l'armée qui seraient peut-être auteurs présumés des exactions et des droits de l'homme. On n'a vu aucun acte visible, même s'il y a effectivement des propos selon lesquels il y a eu des mesures disciplinaires, même judiciaires contre certains. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune visibilité par rapport à ces mesures. Et ce qui fait qu'ils craignent qu'on peut aller de déni en déni, mais qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a des violations de droits de l'homme par toutes les parties. Ok, d'accord. Mais Diakari Poudjougou, vous, en tant que juriste, juridiquement parlant, quand même une poursuite à ce stade déjà déclarée contre, en tout cas pressentie contre les pharma. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, sur ce dossier-là? Il est important de souligner que le droit a parmi ses principes généraux la présomption d'innocence. C'est très important. Les ONG, les associations sont dans leur droit naturel de collecter des informations relatives aux violations des droits humains et du droit international humanitaire en temps de guerre. Maintenant, c'est à la justice
qu'il revient le dernier mot, de dire si effectivement ces allégations tiennent debout. Ça, c'est le travail de la justice. Et donc, on ne doit pas se soucier de tels rapports parce que c'est aussi leur droit. Et on le sait, le procureur de la CPI reçoit des informations des associations, des ONG, lorsqu'il cherche des éléments relatifs au crime qui relèvent de sa compétence. Donc, un rapport d'une ONG ou d'une association a une grande importance pour le procureur. Ça, c'est clair. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a eu tel ou tel rapport qu'on peut systématiquement ou conclure qu'il y a effectivement eu violation de tel droit ou de tel droit ou commission de tel crime. On doit laisser la justice faire son travail. Il y a également un danger parce qu'il y a, excusez-moi, une banalisation de la situation au Mali. Les choses ne sont pas aussi simples qu'on le croit. Et c'est pour ça que je dis que la visite de la procureure est un challenge. Elle doit faire extrêmement attention. Parce que nous avons plusieurs situations, je sais que vous allez y revenir, dans le nord, mais aussi au sud. Bien sûr. Donc au nord, lorsque certains crimes n'ont été sanctionnés que symboliquement, entre guillemets, jusque-là nous n'avons eu qu'un seul procès, alors que nous avons vu énormément de crimes qui ont été commis. Oui, on va rester pour l'instant sur le cas des accusations portées contre l'armée. Oui. Mais avant d'engager des poursuites, si elle souhaite le faire, c'est son droit aussi, contre les FAMA, il faut aussi poursuivre les crimes commis contre les femmes. Nous avons vu tant de soldats qui ont été égorgés aussi. Et si jamais la Cour se permet de mettre la charrue avant les bœufs, il y aura une sorte d'interprétation négative qui va jouer, qui va porter atteinte à sa, à sa crédibilité. Et on sait, la Cour ne doit pas jouer avec sa crédibilité en Afrique, surtout à l'ère actuelle. Donc elle doit marcher avec beaucoup de prudence. Elle marche sur des œufs et il faut beaucoup de sagesse. Okay. Mais on a vu des multiples cas de violation des droits de l'homme ont été enregistrés dans le Nord. Vous avez parlé tantôt en 2012 d'une centaine de soldats maliens égorgés par des présumés djihadistes alliés aux rebelles à Aguelhok. De nombreux cas de lapidation, d'amputation et d'autres sévices perpétrés pendant l'occupation djihadiste du Nord. Est-ce que ces cas peuvent intéresser la procureure? Effectivement, Zakari. Là aussi, il y a une confusion que l'on fait souvent. Il est important de savoir que la compétence de la CPI est limitative. Elle n'est pas générale, cette compétence. Nous avons actuellement 4 crimes. Les crimes de guerre, on le sait. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui laissent croire que ces crimes ont été commis. Et présomption d'innocence l'exige. Je ne peux pas dire oui, ça a été fait. J'attends que la justice fasse son travail. En tout cas, ces crimes présumés, on pense que ces crimes auraient été commis. La compétence de la Cour étant limitative, la Cour ne peut pas s'intéresser à tous les crimes. Mais en ce qui concerne la crise malienne, qui s'est éclatée au nord, ces crimes relèvent de la compétence de la CPI. Parce qu'il s'agit des crimes commis en temps de guerre qui généralement entrent dans la catégorie des crimes de guerre. Donc là, il faut s'attendre à ce que la Cour trouve des éléments sérieux qui attestent de la commission de tels crimes. Okay. D'accord. Drissa Traoré, est-ce que dans ce cas bien précis, qu'est-ce que vous attendez quand même de ces cas de violation des droits de l'homme? Et je vous informe d'abord que, je crois bien en février 2012, et la MDH a produit un rapport, la MDH et la FIDH, un rapport intitulé Crimes de guerre au nord du Mali. Et dans ces rapports, nous avons fait état de ce qu'on appelle le massacre d'Aguelhok, donc notamment la tuerie d'une centaine de militaires, bien sûr par des groupes armés. Oui. Et à l'époque, nous avons attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la gravité, et nous avons aussi exhorté la justice malienne à ouvrir des enquêtes. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est
Aguelok est dans le collimateur de la CPI. Ça, c'est clair, on ne le dira jamais assez. Mais il faut reconnaître que maman avait dit un aspect très important au départ, dans la sécurité. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'accéder à ces zones ? C'est ça le grand challenge. Et puisque les enquêteurs, la CPI ne va pas rester à la haie et s'inspirer ou travailler sur les rapports des ONG. Ou sur les rapports de l'État. Non, la CPI va déployer ses propres enquêteurs qui viendront sur le terrain avec l'expertise nécessaire pour effectivement mener des enquêtes. Et à ce niveau, à chaque fois qu'on a été à la haie, on a attiré leur attention sur ça. Et aussi, il faut signaler que si effectivement ces crimes Dialogue n'avancent pas, la réponse judiciaire à ces crimes n'avance pas beaucoup, c'est dû au fait que les parties au conflit, bien sûr y compris la communauté internationale, n'arrivent pas effectivement à avancer avec la mise en place de la commission d'enquête internationale prévue à l'article 46 de l'accord d'Alger. Tous les partis ont convenu de la mise en place de cette commission qui devait effectivement mener des enquêtes sur ces tueries. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec exactitude que cette commission n'a pas encore vu jour. Et tout cela fait qu'on n'est pas à ce stade à une réponse judiciaire. Mais il ne faudra pas aussi que l'arbre cache la forêt. Et entre-temps, on ne va pas peut-être s'asseoir, dormir en disant il faut attendre que la lumière soit portée sur Aguelok pour avancer sur d'autres crimes. Puisque les infractions, les violations des droits de l'homme continuent à être commises et perpétrées. Quelles qu'en soient les exactions commises par les djihadistes, on le sait, les terroristes, mais aussi par les autres parties au conflit. Donc aujourd'hui, on est optimiste, mais il faut aussi, je vais soulager un peu mon ami pour lui dire que l'attente des victimes, elle est quand même énorme. Mais justement, on va venir vers Modi Samba Touré. Et la majorité de vos militants, quand même, c'est des gens qui sont victimes de ces lapidations, de ces amputations. Alors, qu'est-ce que vous attendez quand même de ces dossiers? Est-ce que vous avez espoir sur une intervention de la Cour pénale internationale dans ces dossiers? Bon, nos attentes, c'est nous voulons justice. Parce qu'en réalité, dans tout ça, notre combat, c'est pour avoir gain de cause en matière de justice. Il faut que les bourreaux soient punis. Il faut qu'ils soient jugés et traduits devant la justice parce qu'on ne peut avoir réparation sans la justice. Quoi que soit, je ne sais pas, les séminaires, les dons, etc., c'est ce que j'ai dit dans beaucoup de rencontres, moi je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de la charité du ministère de la Solidarité, etc. Ce que nous voulons, c'est que nous sommes victimes face à une faiblesse de l'État. Il faut que ceux qui ont commis ces crimes-là, ces violations, que l'État les conduise devant la justice. Et si l'État n'a pas les capacités, la CPI n'est qu'un partenaire de l'État. Que l'État fasse recours à ceux qui sont disponibles vraiment à les aider pour qu'on ait justice et pour que les victimes aient réparation. Ouais. Ok, merci. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Grand dialogue sur la visite de la procureure de la Cour pénale internationale au Mali. Quel bilan pour en débattre? Madame Doumbia Mama Kouaté est présidente de la coalition pour la CPI au Mali. Diakari Doumbia est docteur en sciences juridiques et politiques. C'est Diakari Poudjougou, excusez-moi les termes. Drissa Traoré de l'association malienne des droits de l'homme AMDH et Modibo Samba Touré, président de la coordination nationale des victimes de la crise malienne de 2012. Alors, madame, tout à l'heure, on parlait quand même des accusations portées contre l'armée malienne. Mais au-delà de ça, il y a eu la découverte de charniers en juillet dernier suite aux affrontements entre groupes armés signataires de l'accord de paix. Alors, est-ce que ça peut intéresser aussi la CPI? Vous savez, tous les crimes qui ont été commis au Mali peuvent intéresser la CPI. Surtout, comme quelqu'un l'a dit, les crimes qui sont reconnus par la CPI,
tels que les crimes de guerre, les crimes, surtout dans le cas du Mali, c'est crimes de guerre. Il y a beaucoup d'exactions qui ont été faites, de violations graves de droits humains qui sont faits et qui continuent à se faire dans ce pays. Vous savez, le Mali est dans une situation très difficile et très délicate. Et hier, je pense que la société civile a soulevé un problème très important avec Fatou Bensouda en lui disant que c'est vrai, au Mali, nous avons ce problème, nous avons eu ce problème grave, mais aujourd'hui, le travail gouvernemental ou bien la volonté politique se focalise beaucoup plus sur la réconciliation, la paix, sans passer par la justice. Et quand on ne passe pas par la justice, comment réconcilier aujourd'hui des cœurs meurtris, des âmes meurtries, des handicapés, des gens qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. C'est pourquoi je voudrais réagir à ce que Touré a dit, pour dire que la Cour pénale internationale est une institution du statut de Rome. Mais à l'intérieur du statut de Rome, il y a une autre institution qu'on appelle le Fonds pour les victimes. C'est un fonds qui va venir tout de suite avec le cas d'Alfaki Almadi, donc qui aide. Et tout à l'heure, je vais bien développer cette partie concernant, parce que je représente le Fonds des victimes au niveau continental. Oui, quand même. Justement, après le procès d'Alfaki, on affirme que c'est la CPI qui va dédommager les victimes. Quelle sera exactement la procédure pour ce dédommagement-là? Le dédommagement, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le Fonds pour les victimes, c'est une institution parallèle à la CPI, donc qui n'est pas intégrée à la CPI, mais qui intervient sur les cas de crimes qui ont été commis et reconnus par la CPI. Donc, à ce titre, il y a deux mandats. Il y a le fonds travaille sur deux mandats. Il y a le mandat d'assistance et le mandat de réparation. Le mandat d'assistance intervient en dehors de tout procès. Même s'il n'y a pas de procès, on a le droit aujourd'hui d'aider les victimes à sortir de la détresse. Et là, c'est un mandat très important et qui prend aujourd'hui en charge les cas les plus vulnérables, les cas les plus graves, en tout cas dans tous les pays à situation. Le deuxième mandat, c'est la réparation. La réparation intervient quand il y a un procès et quand il y a une ordonnance de réparation, comme Fatou l'a dit hier. C'est le cas d'Alfaki Almadi. Et dans quelques jours, je dis dans quelques semaines, la délégation du fonds sera là pour travailler avec les victimes, pour leur donner suffisamment d'informations et leur expliquer comment le processus va se mettre en place. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle des prestataires de services locaux qui vont aider le Fonds des victimes à mettre en place des programmes. Parce que nous, le Fonds des victimes n'est pas humanitaire, c'est programmique. C'est ce qui va aider beaucoup, parce qu'il ne s'agit pas de donner que des sacs de riz ou des sacs de mil quelque part, mais c'est de les mettre dans des programmes pour assurer la durabilité, justement, de l'intervention sur ces victimes. Et pour ce qui concerne le cas d'Alfaki Almadi à Tombouctou, justement, les gens avaient dit non, pourquoi Tombouctou seul. Même à Tombouctou, on ne va pas toucher les autres victimes. À Tombouctou, on va toucher les victimes qui rentrent dans le cadre de Afrique et qui ont été répertoriées comme victimes du cas de Alfaki Almadi. Et il y aura des réunions d'information, il y aura des prestataires de services qui vont être recrutés et qui sont acceptés par les communautés à la base, et il y aura deux formes. Il y aura des réparations individuelles et il y aura des réparations collectives. Les réparations individuelles, c'est les personnes qui ont été identifiées, qui ont effectivement été victimes, physiques en tout cas ou morales, et les communautés aussi, parce que Tombouctou vit de sa renommée. C'est la communauté de Tombouctou aussi qui va être réparée par rapport au préjudice qui a été causé, et il y aura des réparations au plan culturel, il y aura des réparations au plan économique, parce qu'il y a des gens qui ont perdu des infrastructures, il y a l'artisanat qui est parti, il y a des hôtels qui ont perdu, il y a les communautés qui ont... Donc tout ça, ça va rentrer. Ça va, un moment, je pense que quand l'équipe sera là, nous allons passer ici, donner des informations suffisamment, mais nous allons contacter directement les représentants des victimes pour leur expliquer cette situation. Donc le cas d'Almadi sera là, mais ce que je voudrais dire par rapport à la situation du Mali, il faut que l'État malien exprime sa volonté réelle de donner suite à cette situation de violation grave, des crimes qui ont été commis dans ce pays. Les Africains disent Djilite Soumaneka.
Il faudrait qu'on arrête, que les bourreaux arrêtent de narguer leurs victimes. Merci. Et il faut protéger les victimes, protéger ceux qui aident les victimes. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont exposés. Et même si les gens ont envie de faire des dépositions, ils ont des problèmes. Et il n'y a aucun accompagnement aujourd'hui de ces victimes par rapport à cette crise. Et c'est ça le problème. Depuis 5 ans ou 7 ans, 6 ans que ça dure, les gens sont laissés à eux-mêmes et c'est grave. Parce qu'il ne s'agit pas de donner, comme il l'a dit, un sac de riz ou un sac de mil ou bien des dattes. Et il ne faut pas aussi demander aux gens qui sont à côté dans les zones, dans les pays voisins, des réfugiés, leur dire de revenir dans le pays s'ils n'ont pas aujourd'hui des abris où vivre, où dormir, où manger tranquillement. Merci. Alors, Diakari Poudjougou, on a vu qu'à la fin de sa visite, Fatou Bensouda était peu bavard, vraiment, mais elle a tout de même martelé que tous les crimes étaient pris au sérieux. Alors, qu'est-ce qui va rester entre les mains de la justice malienne finalement? Un crime est toujours sérieux. Il n'y a pas de crime qu'on peut traiter de non sérieux. Un crime reste un crime. Et elle ne peut pas dire qu'elle va prendre tous les crimes en considération, parce que tous les crimes qui ont été commis au Mali, ça, je reviens sur ça, ne relèvent pas de la compétence de la CPI. Voilà. Il y a des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI et d'autres qui ne relèvent pas de sa compétence. Et ce serait très dangereux pour elle de se mêler de ces crimes qui ne relèvent pas de la compétence de la CPI. Donc pas tous les crimes. Uniquement les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression. D'accord. Alors, Drissa Traoré, on a les attentes de la société civile à l'image du WILDAF, je crois que vous travaillez ensemble, qui avait soumis des dossiers depuis 2013. Est-ce que vos attentes ont été comblées lors de cette visite? Oui, mais permettez-moi très rapidement de revenir sur un aspect très important que allez-y rapidement développer. Soyons réalistes, la CPI est compétente pour tous les crimes que M. Poudjougou vient d'énumérer, mais il faut aussi se dire que la responsabilité première, comme on l'a dit, de poursuivre incombe d'abord à la justice malienne. Et la CPI n'intervient que lorsque l'État n'a pas soit la volonté ou n'a pas la capacité. Ça, c'est très clair. Et il faut aussi se dire que la CPI, lorsqu'elle intervient, elle ne va poursuivre que 1 ou 2 éléments. C'est ça. Ça, c'est les critères, voilà. La liste, alors que la justice malienne est à même de poursuivre plusieurs auteurs pour même des crimes divers. Ça, c'est très clair. Et pour revenir à la question par rapport à nos attentes, nous sommes habitués à rencontrer le procureur, mais nous continuons à mener des actions de plaidoyer. Déjà, le fait de nous rencontrer et aussi de recenser nos préoccupations, c'est une très bonne chose. Mais l'autre chose aussi, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer à moyen et à long terme. Et bien sûr, nous restons optimistes par rapport à la suite, notamment des poursuites, des enquêtes, sur des crimes sexuels. Puisque nous avons déposé en novembre 2014 et en mars 2015 des plaintes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dont la première a été déposée au nom de 80 victimes de violences sexuelles et la deuxième au nom de 33 victimes des Tombouctou. Et ces dossiers sont au niveau de la justice malienne. En même temps, la CPI aussi est compétente, comme on l'a dit, Poudjougou, parce qu'il s'agit de dossiers de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et nous avons attiré son attention compte tenu du fait que la justice malienne n'est pas en train d'avancer sur ces dossiers. Donc à ce niveau, et en vertu du principe de la complémentarité, la CPI peut intervenir. Donc aujourd'hui on est optimiste, mais il faut, comme on le dit en anglais, wait and see. Ok. Alors Modi Samba Touré, au regard de tout ce que vous avez suivi lors de cette visite de la procureure et au regard de tout ce qui a été dit autour de cette table, est-ce que vous, vos militants, vous avez bon espoir? Donc on a bon espoir, on ne perd jamais espoir, mais seulement, en réalité, comme je vais encore emboîter les pas de mes prédécesseurs, vous savez, au Mali, chaque jour que Dieu fait,
il y a des violations de droits humains. La route de Gao, pour partir à Gao, chaque jour que Dieu fait, il y a des braqueurs qui arrêtent maintenant les gens pour violer les femmes. Et le cas de viol, c'est très très délicat au Mali. Nous sommes dans une société où la culture même ne permet pas aux gens. Moi, j'aurais honte quand un membre de ma famille révèle réellement. Ce n'est pas comme nous qui sommes physiquement agressés et on peut témoigner. C'est difficile pour une femme mariée ou bien une femme quelconque de dire que réellement j'ai été victime de ça et de le publier officiellement. Donc ça alors que c'est un cas très très récurrent actuellement au Mali. L'État malien, pour nous les victimes, l'État malien est le seul fautif. Il y a eu un ministère chargé de réconciliation qui ne fait que, je ne sais pas, aller dans des villages, à rassembler des gens d'une façon politique pour faire sortir des éléments à la télé. Aucune réconciliation. Il y a eu une mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation depuis, avec un fonds colossal où réellement, nous les victimes, on ne voit aucun impact. Personnellement, c'est moi qui ai signé l'accord de partenariat entre la CVGR et les organisations de victimes. Mais depuis, j'ai signé le papier, mais je ne sais même pas ce que j'ai signé. Okay. Donc, en toute sincérité, nous sommes dans un pays où il faut vraiment que les gens se disent la vérité. Il faut vraiment que l'État assume sa responsabilité. On nous a parlé de justice transitionnelle, droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation. Où est-ce qu'on peut dire la vérité? Parce que tu es dans un pays où, quand tu dis la vérité aussi, on va t'écraser. On n'est pas protégé. Maman l'avait dit. Les victimes ont besoin de sécurité, ont besoin vraiment d'une couverture sociale. En toute sincérité, on a l'espoir, mais on est choqué. On est choqué par le comportement de nos autorités. D'accord. Merci à Madame Doumbia Mama Kouaté, présidente de la coalition pour la CPI au Mali. Diakari Poudjougou, docteur en sciences juridiques et politiques. Drissa Traoré, association malienne des droits de l'homme. Modi Samba Touré, président de la coalition nationale des victimes de la crise malienne de 2012. Ce sont nos invités autour de cette visite de la procureure de la Cour pénale internationale au Mali. Donc nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Ibrahim Haran Diallo, la mise en onde par Sedou Mbo, régie vidéo assurée par Nuhun Djire, Aliou Sidibé à la présentation et Mamadou Touré pour la coordination. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.